Mesdemoiselles et messieurs, merci énormément d'être avec nous dans cette émission Entre les lignes. Eh bien, dans ce numéro, nous allons aborder trois questions principalement. D'abord, la date du 2 août, 2 août qui représente pour nous, République démocratique du Congo, la date donc de la commémoration du Génocauste, consacrée donc à la commémoration du Génocauste, c'est-à-dire les souvenirs des victimes des violences massives et des conflits liés à l'exploitation des ressources du pays. Cette commémoration a été instituée par l'État congolais et s'appuie sur la loi adoptée donc en 2022. Mesdames et messieurs, on va également parler du dialogue parce que ça ne sera pas une nouveauté dans le vocabulaire de la politique congolaise. Dialogue, on en a entendu, on entend encore une fois. Dialogue dit inclusif. On va donc enfin, on va parler également de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a aujourd'hui fait beaucoup d'écho, que ce soit au niveau de l'opinion nationale, politique et même la société civile. Si d'aucuns dénoncent un arrêt qui n'est pas conforme, un arrêt qui viole la Constitution, d'autres parlent donc du pouvoir de la Cour à pouvoir trancher et donc on doit respecter tous cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors, mesdames et messieurs, en face de nous, Maître Séraphin Oumba. Maître Séraphin Oumba, il est cadre au parti politique de UDPS, UDPS Kibasa. Oui, membre de l'UDPS Kibasa. UDPS Kibasa, ancien secrétaire général, aujourd'hui au cadre. Un plaisir immense de vous avoir sur ce plateau. Maître. Merci, monsieur le journaliste. Merci surtout pour cette invitation spéciale. Je vous en prie. Qui colle à cette journée de commémoration des différents martyrs de notre pays. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment une très bonne occasion pour échanger avec les téléspectateurs. Tout à fait. Maître, la date du 2 août. 2 août aujourd'hui, c'est même une journée chômée payée dans notre pays aujourd'hui. Quelles leçons devra-t-on tirer de cette date en tant que nation, surtout pour les générations qui sont en train de naître, des 18, 20, 25 ans, qui n'ont pas été là quand ces événements se sont déroulés? Quelles leçons historiques devra-t-on tirer de cette date historique, maître? Bon, cette date historique révèle la grandeur de tout un peuple, n'est-ce pas? Révèle aussi la résistance de ces peuples. C'est pourquoi je parle de la grandeur. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce qu'il faudrait qu'on se mette dans le contexte de l'avant de août. L'avant de août, nous sommes comme dans la situation actuelle, où le Rwanda veut faire sa besogne. Et pour bien faire sa besogne, il va chercher certains musées dans les maquis, il les met devant la scène politique congolaise pour congoliser ses ambitions. Congoliser les ambitions rwandaises. C'est ce que j'ai dit. Et lorsqu'on va encore très loin, on découvre que même les Rwandais n'y étaient pour rien à la genèse. Les Rwandais n'y étaient pour rien? Oui, même les Rwandais, je dis à la genèse, lorsqu'on remonte, on retrouve aussi que les Rwandais n'y étaient pour rien. C'était l'affaire des États-Unis qui voulaient en découdre à tout prix avec le régime Mobutu. Il fallait le faire à tout prix. Mais le faire avec qui? Entre-temps, il y avait les Rwandais à côté qui nourrissaient ces appétits hégémonistes, sa logique raciste. Il fallait aider les Rwandais qui, dans sa folie, a mené cette démarche pour chasser Mobutu et en fait donner cette terre à une gestion tutsi. Et dans cette démarche, Mouzé a cavalier avec les troupes rwandaises et ougandaises. Les troupes rwandaises et ougandaises, particulièrement les troupes tutsi, parce qu'ils avaient cette ambition de coloniser le Congo. Ils arrivent au Kinshasa, le 17 mai, ce que les jeunes gens connaissent, Mouzé est arrivé, libérateur, accueilli en libérateur. Parce que là, tous les Congolais étaient unanimes, Mobutu était malade, fatigué et vomi par l'opinion nationale
est internationale. C'est là que je parle des États-Unis. C'est l'affaire des États-Unis. Qui cherche les Rwandais, qui avait ses ambitions, aussi a mordu à la mission pour venir ici. Mais j'ai commencé par vous dire que c'était une question de grandeur le 2 août. Parce que c'est lorsque Musée, remarquant la résistance du Congolais par rapport au comportement Tutsi, parce que les Quinois, l'arrivée de l'AFDEL a été une surprise. D'abord, les gens pensaient que Musée c'était une libération. Quand ils ont découvert que c'était une colonisation, c'est la remontée dans les oreilles de Musée. Il n'a pas pu résister. Il fallait répondre aux desiderata de la population. Donc il fallait à tout prix couper avec ses alliés d'antan. Donc la communauté Tutsi devait à tout prix rentrer. Et eux, ils ont compris, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais heureusement, les 2 août, comme je l'ai dit, ça nous rappelle beaucoup de choses. Ça doit réveiller au fait la flamme congolaise qui est en nous. Parce que dès que Musée s'est autoproclamé président, ça n'a pas été du goût de tous ceux qui voulaient au fait envahir le Congo. Ils l'ont mis dans un cachot à ciel ouvert, où il était le seul président avec les services de renseignement Tutsi, l'armée généralement Tutsi, son parsec, son secrétariat, tout était contrôlé par les Tutsis. Donc c'était un président des noms ou des façades. Bref, parce que ce n'est pas ça la question d'aujourd'hui. C'est quand même important qu'on connaisse cette histoire. Oui. Oui. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, Nyarugabo, qui est dans la rébellion, c'était le secrétaire général de la présidence. Donc c'était lui le président d'IRCAB, comme l'est aujourd'hui notre DIRCAB des présidents de la République. Et le chargé de sécurité d'Abila, c'était un certain Michel, un agent, un Tutsi également, aux affaires étrangères Bizimakara, chef d'état-major général James. Donc, au fait, Kabila, c'était la vraie marionnette au vrai sens du terme. Les Tutsis, mais puisque vous en parlez, le débat a toujours été sur l'origine de ce peuple-là. Certains, comme on dit, hein, ceux que vous avez cités, certains, Moïse Nyarugabo, Rouberois et les autres, disent être Tutsis, mais qui sont Congolais. Oui, effectivement, il y a un problème. Il y a des Tutsis qui appartiennent au Congo, qui sont donc de la RDC, oui, il y a des Tutsis au Rwanda, et puis partout. Effectivement, on ne peut pas cracher sur l'histoire. Il y en a qui sont arrivés avant, bien avant 1959, d'autres encore bien avant. Il y en a qui ont acquis, et même par génération, ils sont Congolais. Mais l'hégémonie, la démarche raciste du Rwanda a fait qu'on vienne utiliser les Tutsis congolais pour, en fait, légitimer leur démarche. Comme pour dire que ce sont les Banyamulenge qui se révoltent. En fait, en réalité, c'est les Rwandais, les Tutsis rwandais qui veulent prendre le Congo, mettre ces grands Congo dans la poche. C'est là qu'il y a cet amalgame que, au fait, parce que nous parlons de dialogue, il faut arriver à faire la part des choses au finish entre les Rwandais Tutsis et les Congolais Tutsis. Et les Rwandais Tutsis, lui, dans sa démarche, c'est victimiser, l'utiliser, les Tutsis congolais comme un appât afin que lui puisse assouvir ses soucis hégémonistes, comme je l'ai dit tantôt. De Musée Kabila, qui était comme prise en étau par ces personnes qui l'ont porté au pouvoir. Il vivait dans une prison à ciel ouvert. Oui, prison à ciel ouvert. En fait, les chemins Tutsis étant les mêmes. Ils l'ont fait avec le président Bizimungu. Donc, en fait, c'est le vice-président qui était le vrai président, aujourd'hui Kagame, de l'AFPR. Donc, presque même scénario à Kinshasa. Et je disais que lorsque il y a eu ce ras-le-bol, Musée a demandé carrément qu'à partir du 2 août, que l'armée rwandaise puisse se retirer. Et non content de se retirer, juste quelques heures à Kigali, ils sont revenus à Goma pour faire le premier geste, assassiner tous les militaires congolais qui n'avaient pas fait allégeance, sans procès. Et c'est ça les débuts. Quand nous parlons de massacres, là c'était à ciel ouvert.
ils ne se sont pas arrêtés là. Parce que faut comprendre que nous jouons peut-être la malchance. C'est nous qui sommes la victime. Lorsque nous crions fort, on nous taxe de tous les mots. Et les Tutsis, au fait, en réalité, avec son arrogance, en ayant tout minimisé, parce que bon, pour eux, Mouzé ne représentait même rien. Même l'armée congolaise, en réalité, ne représentait rien. En quoi il était une menace? Pourquoi il a été finalement assassiné? En fait, il ne s'est pas soumis comme il l'attendait. Il n'a pas cédé à cette démarche qui a conduit à ce que, si hier au Rwanda ça a réussi, à ce que Bizimungu puisse jouer le jeu, que le vrai président, pourtant c'était Kagame. En fait des comptes, on l'a mis à la porte. Ici, le vrai président, en fait, en réalité, devrait être Bouguera, qui était le secrétaire général de l'AFDEL. Mais que Mouzé ayant court-circuité la démarche par le fait de s'être autoproclamé président, la discussion était tout de suite, il fallait la battre, tout de suite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pendant qu'ils étaient en train de tergiverser, ils sont arrivés à Kinshasa, ils l'ont gardé dans l'étau à ciel ouvert, comme je le disais tantôt. Et ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais heureusement, bon, c'est un vieux politicien peut-être, qu'il a eu aussi à recruter vite les gens pour faire un peu l'équilibre dans l'armée. Et avec cette frange de gens qui sont venus de l'Angola, ça fait l'équilibre avec les ex-gendarmes Katangé. Ça fait cet équilibre-là, ce semblant d'équilibre qui lui a permis d'échapper à ces coups d'État qui étaient programmés le 1er août. Et les deux, il a pris la décision de renvoyer toute l'armée. Dans cette situation dans laquelle le chef de l'État était, vraiment minorisé, dans une prison en ciel ouvert, il fallait qu'il prenne cette décision-là. Après le coup d'État manqué, il a effectivement pris la décision de renvoyer l'armée étrangère. Parce que cette armée étrangère était dans un chemin qui n'était pas accompli, donc il fallait revenir. Voilà pourquoi, quelques heures à Kigali, ils retournent sur Goma, où ils font le carnage, d'abord, de tous les officiers congolais, je dis bien congolais, qui ont résisté à cette deuxième évasion. Sans procès, fusillage sans procès. Et ils élèvent comme par enchantement celui qui était le commandant en ville, le général Ondekane, au rang de commandant de cette force, la nouvelle force qui venait RCD. Pendant qu'on tergiversait encore, l'outrecuidance rwandais pousse ces unités-là à faire un saut sur Kitona. Et lorsqu'ils arrivent sur Kitona, ça n'a pas non plus été un cadeau. Où à Kitona, déjà, les militaires étaient affamés dans de mauvaises conditions, sans oublier que cela n'a été que le fruit de leurs conseils, parce que c'est eux, au fait, qui dirigeaient ce pays, où on a renvoyé tous nos officiers confondus dans un camp, comme qui disait, un camp de lavage des cerveaux, et ils arrivent, ils misent sur cela pour faire l'assaut de Kinshasa. Il y a eu des résistances. Ils en ont tué encore plusieurs. Donc quelques rescapés, comme le général Mbouzamabe, qui s'est faufilé, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire pour arriver à Kinshasa et se retrouver dans les camps de la République. Donc, voilà quand on parle du 2 août, c'est des morts en cascade des Congolais, orchestrés par l'État rwandais. Et là, je n'oublie pas la partie la plus inhumaine de cette campagne rwandaise, où carrément, ils asphyxient Kinshasa par la coupure de courant, des mois durant. Kinshasa. Donc, ils arrivent à Inga, ils coupent l'interruption du courant. Mais imaginez Kinshasa, nous nous sommes mis à chercher à manger. Où est-ce que vous allez trouver l'électricité pour survivre? Les gens pouvaient détruire carrément les tables, les chaises et lits pour préparer. Mais ouais, ça, ce sont des gens qui étaient à la cité, ceux qui étaient dans les hôpitaux vivaient comment sans électricité. Et là, la communauté internationale fermait carrément les yeux contre cette ignominie. Donc, un complot bien ourdi et appuyé par les médias. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore les médias en ligne. Tout le monde peut parler. Et là, nous, on écoutait RFI qui chantait que la victoire des soi-disant Banyamulenge, alors qu'il s'agissait des Rwandais qui revenaient. Les médias internationaux jouent
Oui, mais était dans le... était dans le- c'est au fait de la réalité de cette guerre. Quand je vous dis que cette guerre part du fait que les Américains de l'époque, je crois, on ne peut pas s'en cacher, Bill Clinton et autres qui ne voulaient plus de Mobutu, vont chercher les Rwandais et ils font alliance. Et les médias, avec un discours approprié, ils les accompagnent. Et le ville, il tombe selon le discours des médias. Pendant que les gens, vous parlez avec les gens de Matadi, que non, on apprend ceci, et vous dites qu'ils sont déjà Kimpese. Et bientôt, Banzangung va tomber. Ou soit il est déjà tombé. Non. Nous avons vécu cette situation. Et quand ils arrivent, ce n'était pas des cadeaux. Le Muntu n'a aucun sens de vie aux yeux des génocidaires de Tutsi. Mais lorsque vous regardez ces calvaires, pour ne voir que du côté ouest, ces calvaires, les gens capables de couper les courants. Mais à l'est de la République où ils ont marché, parce qu'ils doivent vous faire sentir la peur, enterrer les femmes vivantes, qu'il y ait des fosses communes, tout ça. Aujourd'hui, nous arrivons quelques années plus tard, on est dans cette histoire de Sun City, où finalement ils ont fini par décider qu'il fallait abattre les chefs de l'État, ils l'ont tué, et ils ramènent les différentes forces, parce qu'ils les calment en fait en réalité. En soi, c'était une victoire tout de suite sur le Congo. L'aboutissement de Sun City, c'est un schéma bien concocté. Peut-être à la dernière minute que ça n'a pas réussi à 100%, mais ils y sont quand même parvenus, même à 60%, pour nous assouvir. Et pendant tout ce temps, que des morts des Congolais, que des guerres qui reprennent, le M23 qui revient, même s'il y a eu des accords de Sun City, le M23 est revenu. Mais l'objectif final, c'est quoi? C'est que c'est arrivé à imposer, ça il faut que les Congolais le sachent, arriver à imposer un Tutsi, puis toutes les souches, à la tête de cette République. Est-ce que Kabila, Joseph Kabila, après d'abord sur quel est le rôle qu'il a lui joué et quelle est la différence entre Feu, son père, entre les deux manières de voir? C'était quoi les points communs et les points de divergence? Je préfère parler de Musée parce que Musée, à l'arrivée, Musée traître, Musée marionnette, mais à sa mort, c'est Musée héros. Pardon? Musée héros. Héros, il est mort héros. Oui. Pourquoi je dis cela? Traître, il savait qu'il venait dans une guerre qui n'était pas sa guerre en réalité. Il n'avait ni armée, ni quoi que ce soit. Il était à la tête d'une rébellion imaginaire, en fait, en soi. C'était le schéma concocté depuis Museveni, où il fallait toute cette côte est être gouvernée par les Tutsis. Commençant par lui-même Museveni en Ouganda, il place Kagame au Rwanda, et il fallait à tout prix, ils étaient à quelques doigts de placer un autre Tutsi au Congo. Et par ces chemins bien essayés au Rwanda qui a réussi, on passe avec un Bizimungu devant et Kagame qui était au fait le vice-président, en réalité le président du Rwanda. Ils ont fini par bouter Bizimungu dehors. Et ils ont voulu dupliquer cela ici par les bémols en laissant Musée dans ses cachots d'une façon ou d'une autre. Mais heureusement qu'il s'est décidé, parce qu'en se décidant de faire partie des Rwandais, il savait aussi qu'il signait son arrêt de mort. Il était conscient qu'il n'allait pas tenir longtemps. Il signait son arrêt de mort. Et son arrêt de mort, en fait, en réalité, sauve cette communauté ici. Nous donne encore la chance de respirer aujourd'hui. Parce que imaginez qu'ils aient eu gain de cause sur lui et que Ruberwa ou Bouguera, parce que c'était Bouguera qui était le mieux positionné, qui était la deuxième personnalité de ce régime, et puis passer président de la République. Donc, les chemins allaient facilement se ressembler au chemin rwandais. Aujourd'hui, les Hutus peuvent beau dire qu'ils sont majoritaires au Rwanda, mais ça ne passe pas. Tous les secteurs vitaux sécuritaires du Congo étaient entre les mains des Tutsis. Et imaginez qu'ils se soient débarrassés des musées et placé Bouguera sur la place, c'est que ça allait donner effectivement Musée qui n'a pas voulu jouer les jeux,
a pris les risques de renvoyer cette armée, mais sachant effectivement qu'il signait son arrêt de mort. C'est ainsi que les gens qui disent qu'il est héros n'ont pas tort. Et moi, je commence par dire, Mouzé traite, au début, Mouzé traite, comme tant d'autres aujourd'hui, mais lui, au moins, a fini par être héros parce qu'il a compris qu'il a mené sa société dans une domination, dans une colonisation du XXIe siècle. Oui, oui. Joseph Mais Kabila... maintenant, la question, effectivement, vous la question de Joseph Kabila. Oui. Je crois que, bon, peut-être avec bémol, est-ce que, était-il au début de quand on concoctait ces chemins de la domination Tutsi sur les Congolais? Nous pensons que c'est non. Parce que Loubero l'a dit, que c'est un civil qu'ils ont ramassé, ils lui ont appris à prendre les armes, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Kinshasa avec ces grades, entre guillemets. C'est un faux débat sur l'affiliation de le Joseph Kabila? C'est un faux débat? Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un débat qui ouvre tant d'autres débats. Oui. Parce que, au départ, les Tutsis à sa pensée, c'est la suprématie Tutsi. La suprématie Tutsi sur le Muntu. Ça, c'est ça sa pensée, c'est ça sa visée. Mais lorsque par l'accident de l'histoire, Mouzé épouse une Tutsi et a des enfants avec cette Tutsi-là, est-ce que... Maman Sifa? Non. S'il vous plaît, ça c'est une filiation politique. Il faut vite au fait qu'on se départisse de ça. C'est là qu'on se départisse de ça. Et c'est là aussi que les Congolais pêchent. Et je me demande pourquoi les gens n'ont pas eu le courage de dire que Mouzé a eu des enfants Tutsi. Avec une femme Tutsi. Pourquoi les Congolais n'ont pas... Pourquoi ils ont préféré taire cette vérité? Parce que Roubero l'a dit. Roubero l'a dit. Je vous connais et que j'ai eu des enfants avec l'un de vos sœurs. Et c'est connu. Mais est-ce qu'il y a un péché qu'un Congolais ait des enfants avec une Tutsi? Pourquoi en faire un mythe d'État? Pourquoi? Donc, au fait, il fallait faire cela pour qu'elle puisse assouvir. Mais c'est pas Maman Sifa. La femme en question, c'est pas Maman Sifa. Non, Maman Sifa n'est pas rwandaise. Maman Sifa, elle est de Maniema, tout le monde le sait. Maman Sifa n'est pas rwandaise. Donc cette histoire, oui. C'est cette histoire qui nous met aussi dans la confusion. Maintenant, si on parle de la responsabilité de Kabila, Joseph, mais lorsqu'il est lui-même dans ces schémas, il se retrouve au fait dans ces cachots à ciel ouvert. Lui aussi se retrouve dans ce cachot-là. Oui, mais parce qu'il n'était pas à la base quand Museveni décide qu'en prenant le pouvoir en Ouganda, nous devons prendre Goma, nous devons prendre le Rwanda avec les Tutsis et prendre le Congo aussi avec les Tutsis. Je ne pense pas que Joseph ait été à l'origine de cette pensée-là, de cette visée. Mais il se retrouve que son père est décédé, mais un homme sage, il sait pourquoi son père était mort. Mais lui, l'avantage, c'est qu'il avait un peu un sang Tutsi en lui. Mais il fallait flotter. Il fallait flotter pour survivre. C'est ainsi que plusieurs autres décisions qui étonnent le comportement, son comportement, il faut le mettre aussi dans cet actif-là. C'est qui la maman de Joseph Kabila? Non, mais moi, je n'ai pas les noms réels, mais les gens parlent d'une madame Marceline. Pourquoi avoir fait... Mais John Numbi aussi l'a dit, non? Marceline. John Numbi l'a dit dans ses vidéos, la faiblesse de Joseph, parce qu'il a un parent Tutsi. Sa maman, elle, ça vous étonne? Non, ça ne peut pas... Mais votre insistance m'étonne. De notoriété publique, sa maman est Tutsi. Est-ce que ce n'est pas... De notoriété publique, sa maman est Maman Sifa. Mais maintenant, nous devons rester dans ce qui est vrai, nous devons rester dans ce qui est inventé pour être dit. Non, mais quand nous faisons la politique, il faut faire aussi des recherches, n'est-ce pas? Bon, maintenant, même dans les comportements de Joseph, politiquement, son entourage ressemblait à ce qui était concocté par Kigali. Et Kigali, à défaut d'avoir eu un Tutsi de pire souche et en faire un président, la demi-mesure suffisait. Tout en sachant que, bon, ok, celui-ci, les autres peuvent l'accepter comme Congolais,
Mais nous savons qu'il y a une filiation. Tutsi chez nous. Donc, c'était... En fait, c'était pas... Bon, est-ce qu'un mariage d'amour entre Kigali et Joseph ou un mariage d'intérêt? Mais ce sont des réalités qu'on découvre parfois quand on est déjà au pouvoir, n'est-ce pas? Il a découvert des contraintes qui ont amené son père à la mort. Il fallait faire avec. On n'avait qu'à regarder son entourage. Maintenant, dans cette visée rwandaise de diviser les Congolais, ils se sont mis dans une démarche de chercher presque tous nos enfants qui ont un parent rwandais, un parent burundais, tutsi, pour en faire le cercle le plus proche de Joseph. Et ça, vous n'allez pas penser que c'est une révélation que je vous fais. Ça pouvait peut-être étonner. C'est aujourd'hui que les yeux s'ouvrent pour qu'on comprenne où est-ce que les Rwandais a toujours cherché à nous amener. Regardez bien l'entourage de Joseph. Il y avait Mais ils étaient victimes. les Mende qui étaient manipulés comme... Non. Autant que Mende était manipulé, Joseph lui-même était manipulé. Mais par qui? Mais par les Rwandais. Joseph savait qu'il ne pouvait pas se comporter comme Mosè en refusant au Rwanda ce que les Rwandais voudraient. Je te donne un exemple saillant. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement, maître, pour que nous puissions savoir qu'il était vraiment au service de Kagame? Quels sont les faits qui démontrent vraiment que là, en tout cas, ce n'est pas à discuter, ce n'est pas... Vous arrive, bon, c'est peut-être des mythes. Au moins une fait vérifiable. Oui. Lorsque le M23 reprend ses activités, je parle bien du PPRD. Lorsque le M23 reprend les activités, le PPRD, avec tous ses caciques, il découvre que c'était des manœuvres du Rwanda. Ils font une sortie, une matinée politique à l'Africaine, fustigeant les comportements tutsi. Et vous connaissez la conséquence? Parce que cette manifestation est passée à la télé. C'est Kolomoni qui est le DG de RTNC qu'on chasse de ses fonctions. Ça ne vous a jamais dit quelque chose? Vous me demandez, qu'est-ce qui prouve? Ça, je vous donne un cas saillant. Parce qu'il est DG, il a fait passer une manifestation qui fustigeait le comportement rwandais tutsi, du PPRD, lui membre du PPRD, on se décide qu'il n'est plus DG de RTNC. Kolomoni est vivant. Kolomoni est vivant. Lorsque, aujourd'hui, vous arrivez à ce quiproquo des M23 défaits, c'est quiproquo, M23 défaits, et le président qui a défait les M23 est aujourd'hui à la tête de ces mêmes M23. Est-ce que vous pensez que Joseph lui-même n'était pas manipulé? Donc, nous allons... au fait, c'est pourquoi Joseph, il faut peut-être le prendre comme un poisson qui est dans l'aquarium, qu'on ne peut pas lui donner tout le mérite de ce poisson-là qui survit aux côtés de plusieurs dangers. Vous comprenez? Donc, c'est un monsieur qui a fait ce qu'il pouvait faire pour d'abord sauver sa vie, cajoler les Rwandais dans le sens de ce que les Rwandais voulaient entendre, notamment avec des plus multiples mixages et brassages, où toutes les autorités dans notre côte Est devaient être soit des Tutsis, soit des Congolais ici d'un parent Tutsi, soit des Banyamulenge Congolais, pour que les Rwandais continuent à contrôler les Congo petit à petit. C'est petit à petit, parce que ce qu'ils ont raté avec Mosè, cet appétit n'a jamais fini. Un jour, vous avez un président Tutsi. Vous aurez peut-être la chance qu'il soit Tutsi Munyamulenge, mais avec beaucoup de chances qu'il soit carrément Tutsi Rwandais, devenir Congolais. C'est le plan de Kagame. Donc c'est un plan. Lorsque vous lisez plusieurs ouvrages, on parle de la République des Baswahili. Donc ça part de l'Ouganda, ça prend la RDC, ça prend Burundi, ça prend la Tanzanie. Où l'objectif, c'est qu'il faut donner des terres dirigées uniquement par les Tutsis. Mais c'est dans ça que nous sommes tombés. Et aujourd'hui,
Alors, maître, Si nous ne prenons pas garde, l'histoire se répétant, risque de tomber dans la même erreur. Mais je ne pense pas que les Congolais soient frappés par une naïveté collective jusqu'à ce point. alors, c'était quoi la conséquence d'avoir un président, comme vous le dites, hein, vous dites que Joseph Kabila était issu d'une mère rwandaise. C'était quoi la conséquence alors? Puisque la conséquence d'avoir été géré par une personne qui était d'une mère Tutsi. Mais là, donc, La conséquence était, comme vous le dites, mais si les Rwandais, en principe, ça ne poserait pas de problème. Parce que si les Rwandais n'avaient pas de visées expansionnistes sur les Congo, les visées hégémonistes, ça ne poserait pas de problème. On peut être d'un parent ici de Brazzaville et qu'on se sente congolais sans que Brazza nous fasse pression à travers cette voie-là. Ça ne poserait pas de problème. Mais ici, nous venons d'une histoire vraie, d'un schéma concocté qui a seulement raté du fait de l'histoire, du fait du comportement de Musée, qui a dit niet, je ne peux pas être un président marionnette. Nous devons, nous, être Congolais, écrire notre histoire au Congo. Et ça n'a pas plu au Rwanda. Ça n'a pas non plus plu à la communauté internationale qui, au fait, obéissait, avait déjà choisi ses leaders, c'était les deux pays, l'Ouganda et le Rwanda. Donc le Congo devait être à tout prix comme une préfecture. Et c'est ça que Musée a refusé. Maintenant, lorsque vous dites que c'est quoi alors, je crois que c'est le Rwanda qui est plus intelligent, qui a compris que bon, tout en prenant celui-ci, de l'autre côté, les Congolais savent que c'est leur fils, mais nous, avec lui, nous allons faire passer nos messages et atteindre les objectifs que nous voulons effectivement atteindre. Kabila était aux ordres de Kagame. Joseph Kabila, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que il y a Jean-Pierre Bemba qui le disait il y a quelques mois déjà, je crois qu'il y a presque une année, aux ordres de Kagame, il était en train de... Est-ce que... Mais c'est un secret de polichinelle. Parce que, bon, il y a certains secrets d'État, les gens vont vous dire que Samba Kaputo est mort entre ces deux autorités, soi-disant. N'est-ce pas? Tambo Mamba vous dit dans ses écrits qu'il fallait à tout prix aller négocier, même quand Kunda Batware attaque, pour arrêter le combat, il fallait aller négocier à Kigali, demander à Kagame de dire à Kunda qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que nous devons nous faire pour arriver à mater cette rébellion qui recommençait. Lisez les livres de Tambo Mamba, c'est la question. Lisez sur la coalition RDC et Congo pour attaquer l'FDLR. C'est carrément Kagame qui dictait. Et les chefs de l'État, oui, il était jeune. Parce qu'il ne faut pas faire de Kabila un mythe non plus, non. À 29 ans, dans des conditions décrites par Rubero, où nous l'avons ramassé, nous l'avons seulement appris à prendre l'arme, et nous avons fait avec lui la route des Zangani. Il sait même qu'il ne peut pas nous donner des ordres parce qu'il ne connaissait rien de ce que nous faisons. C'est Rubero qui l'a dit. Et lui, au fait, n'a joué que le rôle que joue Nanga aujourd'hui. La congolisation de la domination. Donc il faut donner l'impression que c'est le Congo qui s'autogère. En réalité, c'est le Rwanda qui gère. Alors, mais parlant du dialogue, parce qu'on a eu Sun City, tout ça. En réalité, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui s'était réellement passé à Sun City? Oui, regardez la marche de Sun City. Attends le dialogue. Oui, regardez, on parle de l'aboutissement de Sun City. Nous avons 4 ou 5 rébellions, 4 ou 5, qu'on doit mettre ensemble. En réalité, quand les gens disent que Kabila a réunifié, non. Le Rwanda a fini par mettre de côté Musée qui empêchait son hégémonie. Donc dans cette histoire, parce que vous voulez voir bien clair, la société, la partie confiée à l'opposition. Il fallait 1+4. Une partie devrait être gérée par un leader de l'opposition. Les Rwandais pèsent de tout son poids pour que ça ne soit pas Tshisekedi, que ce soit Zaïdi Ngoma, qui a été à l'origine des RCD. Parce que les gens ignorent. Les 2 août, quand les 2 août s'éclatent,
Le premier président de RCD, c'est Zaïdi Ngom. Parce qu'historiquement, ça a évolué. Le tout premier président de RCD, c'est Zaïdi Ngom. Et le dernier président de RCD, c'est Azarias Roubero. Lorsque se retrouve dans les 1+4. Donc, dans cette histoire de 1+4, les vraies personnes, c'était Hérodia et Jean-Pierre Bemba. Des vrais. Donc, parce que Hérodia, c'était la bête à abattre. Mais il fallait cajoler, parce que Hérodia, c'était le courant dur des musées. Et Jean-Pierre, ce n'était pas du tout rwandais, c'était plus un peu la tendance ougandaise. Mais les autres, que ce soit Joseph, que ce soit Zaïdi, que ce soit Roubero. D'ailleurs, Roubero avait la frange la plus importante. Défense et sécurité. Ça doit nous dire quelque chose. Au fait, l'idée du Rwanda, c'est de gouverner d'une façon ou d'une autre ce Congo. Et s'il n'y arrivait pas à placer, je crois que c'était, même pour eux, Joseph Kabila, c'était une transition. Ils nous ont mis un Congolais qui peut avoir des acquaintances avec la communauté Tutsi du fait de l'autre origine de sa mère. Ce qui n'est pas un péché, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse ce qui n'est pas un péché. Nous avons des amis ici qui ont des parents Tutsi, un parent et tout ça, qui se comportent totalement en Congolais, qui n'ont aucune allégeance contre le Rwanda. Mais si lui, il en a eu certaines allégeances, c'est du fait de la mort de son père. Parce qu'il allait passer. Il ne pouvait pas résister à ça. Et la deuxième position dans laquelle on était, c'était Roubero qui était, au fait, le grand patron de la sécurité. Parce que vous avez posé la question, oui, la question est notre question. Pourquoi, qu'est-ce qui vous fait dire que Joseph était sous les bottes du Rwanda? Non, sous les bottes de l'hégémonie rwandaise. Je vous donne un cas tout à fait simple. Nous avons le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Théophile Mbemba. Nous avons à l'armée Kifwa, n'est-ce pas? Non, pas Kifwa, les Kachouva. Kachouva, qui est le patron de la police, suivi de Alonga Boni, après l'1+4, et suivi de Bisengeman. Lorsque Kachouva a des problèmes, on n'a pas pris le deuxième, qui était Alonga Boni, l'actuel. On est allé prendre le troisième Bisengeman pour être le remplaçant de Kachouva. Ça ne vous dit rien? Donc, il y a des choses qui passent comme des choses anodines, en réalité, qui doivent nous ouvrir les yeux. Qui devraient même nous ouvrir les yeux. Je vous ai parlé du cas de Kolomoni, je viens de vous parler du cas de la police. Oui. Maître, alors. Donc, autant que Menda a été manipulé, Joseph lui-même a été manipulé. Alors, maître, est-ce que Sun City était un cadre qui a permis au Congo d'avancer, ou le Congo s'est enterré davantage en Sun City? Non, s'enterrer davantage ne me le permettrait pas. Mais du moins, le Congo a permis, le Sun City a permis au Rwanda de s'inquister au Congo sous une autre manière, d'éviter de revenir après le 2 août. Est-ce qu'il y avait une autre voie? Voilà la voie officielle de revenir après le 2 août. Est-ce qu'il y avait une autre voie, à part ce dialogue-là? Une alternative? Non, l'alternative, l'objectif était déjà atteint. Il fallait tuer Mouzé est mort, et les autres, c'est au pas. Les Rwandais vous disent de ne plus avancer, vous non plus n'avancez plus, vous n'avancez plus, et puis allez faites semblant de parler pour arriver à ça. C'est les ça là. Quand je vous dessine ici, Azarias, Joseph, Jean-Pierre, Azarias et Zaïdi Ngoma, c'est concocté, c'est décidé quelque part. Les gens qui n'étaient pas dans les chemins n'avaient pas droit à la parole. N'avaient pas droit à la parole. Et le cas le plus patent, c'est le cas d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Je me souviens, lorsqu'il s'agissait de choisir
dans l'opposition. Qui allait être le président, le vice-président de l'opposition. Nous avons tenu des réunions derrière l'hôtel de ville, plusieurs réunions, et ça commençait à tourner entre Gizenga et Tshisekedi, les plus anciens, les plus anciens. Au fait, en réalité, les schémas, et les deux là n'étaient pas dans les schémas du Rwanda. Ils nous ont sorti Zaïd Ngoma, qui était le tout premier président de RCD Goma. Et nous avons accepté, n'est-ce pas? Et c'est parti. Est-ce que dans cette optique, oui, vous pensez vraiment que ce sont les Congolais qui se sont réunis et qui ont décidé? Non. Alors, maître, aujourd'hui on parle également de dialogue. Quelle est votre appréhension? Répétition? Oui, mais le contexte n'est plus totalement le même. Parce qu'aujourd'hui, au moins, le chef de l'État n'est pas sous les bottes du Rwanda. Et le dialogue ici, c'est une bonne chose parce que Kinshasa, l'ébullition de Kinshasa nous distrayait sur d'autres objectifs. L'objectif de faire la guerre et de pacifier l'Est. Nous ne pouvons pas, entre-temps, en train de chercher à reconquérir nos terres et commencer à discuter avec ces 64. Ils vont marcher demain, les prêtres vont écrire des communiqués dans des messes. Non. Un peuple doit savoir ce qu'il veut. Mais lorsque vous regardez le schéma d'où on vient, depuis les 2 août, les objectifs du Rwanda, non, s'il faut qu'on parlons pour que notre armée ait le temps de se pencher sur l'essentiel. Pour que notre diplomatie ait aussi le temps de se pencher sur l'essentiel. S'il faut leur même donner tous les postes qu'il faut leur donner, mais le plus important, notre souveraineté doit être sauvegardée. Je ne pense pas que ce soit ce dialogue qui résout le problème là-bas, non. Ça nous évite des bruits de trop. Parce que l'essentiel, ici, c'est qu'on n'ait plus cette épine sous nos pieds. Mais si à l'époque, oui, à l'époque, ça marchait, je commençais par le dire, c'était avec la bénédiction. Oui. Si tout ce que le Rwanda a fait a marché, c'était parce que c'était sous la bénédiction de l'Amérique. Mais aujourd'hui, il faut consolider cet acquis que les Amériques soient de notre côté. Et c'est l'occasion. S'il faut parler, Congolais parler, distribuer les gâteaux comme vous êtes habitués, mais ne perdez pas de vue que nos terres sont en danger. Et c'est une bonne occasion aujourd'hui que la plus grande puissance qui leur a donné des béquilles pour nous faire mal, c'est conscientise. Vous ne dites pas s'il faut dialoguer ou non? Est-ce que ce dialogue est-il important? Non, pour moi, bon, je trouve vraiment inopportun ce dialogue. Moi, je trouve inopportun. Qu'est-ce qui est opportun alors? Opportun aujourd'hui, c'est de faire retourner le Rwanda dans ses bottes. Dans sa maison. Le Rwanda d'être dans sa maison, les Congolais, ils peuvent dialoguer aujourd'hui. C'est question d'un choix. Nous dialoguons avant la guerre ou nous dialoguons après la guerre. C'est question de choix. Si aujourd'hui on pense qu'on dialogue pendant qu'on fait la guerre, à eux de penser que l'armée aura toujours ces marches de manœuvre pendant qu'ils vont dialoguer. Mais la question du changement de constitution, est-ce qu'elle est aussi... Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'elle est aussi importante au regard du contexte? Non, elle garde toute son importance. Pourquoi? Elle garde toute son importance. Mais c'est nous maintenant de savoir, on met cette question pendant la guerre ou après la guerre. Parce que pour nous, le plus important, il faut que cette guerre se termine. Et cette constitution, dans les conditions dans lesquelles elle a été écrite, il faut y penser. Mais devrions-nous y penser? La question devient, devrions-nous y penser quand le président sera fait mandat ou devrions-nous y penser quand le président est en plein mandat? Parce qu'en parlant de constitution, il n'y a jamais eu de vide juridique entre les deux constitutions. Tout le temps là qu'on fait le processus, cette constitution est en vigueur. Il produit ses effets. Pendant tout ce temps-là qu'on fait des processus, on peut, le temps qu'on met, parce que les gens ont parlé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le temps qu'on met ensemble une assemblée constituante qui vient discuter, rédiger ou penser, bon, qu'est-ce que vous trouvez de mieux, qu'est-ce qu'on peut changer, le temps qu'on met sous tout ce temps-là, la constitution actuelle est en vigueur. Même les jours du vote, du oui et du non, la constitution est en vigueur. Il n'y a que quelques compromis qui a ces passations de pouvoir. Voilà. Devrions-nous vraiment nous battre pour ça? Pour un si long processus? Maintenant, c'est à nous de savoir.
Mettons ce processus avant ou après. Mais dans l'entretemps, il y a ces ambitions du Rwanda et de l'Ouganda sur notre terre. Est-ce qu'ils vont cesser de chercher à prendre nos terres parce que nous dialoguons? Est-ce que cette ambition va disparaître du fait d'entrer dans une salle et commencer à dialoguer? Non, j'ai doute fort. Mais dis-moi, c'est un avantage qu'on va laisser notre armée évoluer sans bruit à Kinshasa. D'accord, maître. Alors, peut-être pour finir, parce qu'on est carrément à la fin, on a fait presque plus de 50 minutes. Aujourd'hui, la nation, que devra faire la nation pour éviter la répétition des erreurs du passé? Non, il faut éviter la naïveté collective. Parce qu'il est anormal. Nous avons dit que, j'ai commencé par vous dire que Mouzé est traître. Mais Mouzé était traître. Il est entré dans une guerre qui n'était pas sa guerre, n'est-ce pas? Mais si tous nous étions naïfs à ce moment-là, pensant qu'il venait comme libérateur, et on a vu qu'il n'en était pas un, et la manière dont il a vécu et dont il est mort nous enseigne. Mais pourquoi 30 ans après naisse encore un Nanga? Pourquoi 30 ans après puisse encore naître, et même le Joseph lui-même qui a remplacé son père dans ces conditions-là, puisse s'allier au Rwanda? Mais c'est cette naïveté collective que nous voulons qu'elle ne puisse pas se répéter. Et pourquoi 30 ans après, C64 puisse adopter les langages du Rwanda? Mais ou bien nous ne lisons pas, ou bien nos intellectuels sont les moins instruits de la communauté. Parce que ce sont les intellectuels qui devraient dire aux gens qui sont dans la rue que les Rwandais veulent nos terres. Mais pourquoi? Pourquoi tant de répétitions? Des musées. Kissa Sengandou est mort comme Paloukou. Les gens peut-être ne le savent pas. Les gens qui sortent la tête avant que les Rwandais ne se dévoilent, on vous tue. Mouzé, la même erreur. Oui, on sait, lui, non, il est excusable. Zaïd Ngoma passe par là. Tampo Mamba passe par là. Onosumba passe par là. Wamba Diawamba passe par là. Bon, et aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est un Nanga. Ce sont tous ces jeunes gens du peuple que Kabila a emmenés là-bas. Vous pensez vraiment que vous arrivez dans les mêmes conditions à Kinshasa, ici, et qui se comportent autrement comme ils ont voulu le faire avec Mouzé? Non, ils ne le feront pas. Parce que cette fois-ci, ils ne permettront même pas que quelqu'un, un Congolais de souche, puisse s'autoproclamer. Et cette question vous interpelle par la suite de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution, Oui, je trouve des alibis. Oui. Du genre, si vous changez la Constitution, les autres là... Balkanisation. Mais cette Constitution, s'il y a changement, écrira la même superficie de la République. N'est-ce pas? 2 300 000 quelque chose de kilomètres carrés. Donc notre devoir de reconquérir les terres va demeurer. L'hymne national ne va pas changer. Donc notre vouloir vivre le collectif avec les Kivoussiens qui sont là-bas ne changera pas. Donc il ne faut pas chercher à lier des choses. Et chercher aussi à commettre une autre erreur de penser que, parce que les gens de 1664, de penser que Nanga va dire nous restons avec cette constitution. Mais c'est pourquoi je pense, est-ce que les intellectuels ont un problème de société ou quoi? Parce que si Nanga lui-même arrive, que Dieu lui fasse grâce dans son rêve d'arriver à Kinshasa, il va arriver et garder votre constitution ici. Parce que les théories du genre, non, la constitution ne change que quand il y a une rébellion, il y a un coup d'État. Ok. Si Nanga arrive, parce que vous dites, sinon on change la constitution, lui va garder notre constitution. Bon, ok. Déjà, si nous ne changeons pas, il arrive, il va garder cette constitution. Bon, à lui, on permet de faire un coup d'État. Et aux gens normaux, on leur interdit de réfléchir sur la constitution. Maître Séraphin Oumba, au cadre de l'UDPS Tshisekedi, maître, c'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi, UDPS Tshisekedi, UDPS Kivassa, bon, c'est la maison. Il n'y a que des chambres qui diffèrent. Mais maître, merci beaucoup, merci énormément. On sent qu'il y a abondance de matière, abondance de
de connaissances sur cette question, mais étant donné que le temps nous est imparti, on est obligé de nous arrêter là. Mais si les téléspectateurs peuvent nous le permettre, cette fois-là, on reviendra dans les prochains jours avec une thématique précise sur le passé, hein, de ce que nous vivons dans la partie orientale et les implications à Kinshasa. Je pense que Maître pourra à nouveau nous apporter quelques éléments d'information et de connaissances pour l'intérêt général. Maître, merci énormément. Merci. Surtout, ne jamais trahir le Congo. Allez, on va se quitter par cette phrase. Portez-vous bien. Au revoir.